ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Gérald Darmanin en a remis une couche sur Karim Benzema. Le Parisien de jeudi rapporte que le ministre de l'Intérieur persiste. Il sait que Benzema cache quelque chose en lien avec les frères musulmans. Ce feuilleton, à la fois grotesque et inquiétant, dure depuis 2 semaines. Il s'inscrit dans une séquence de surenchères polémiques et de coups de menton dans le contexte de l'attentat d'Arras et des répercussions en France du conflit israélo-palestinien. Cette semaine, ça ne s'est un peu calmé que pour laisser la place au voyage diplomatique d'Emmanuel Macron. Donc je vous propose un retour sur cette séquence où Darmanin tournait au moins à une dinguerie par jour. Remontons au 12 octobre, quand il adressa un télégramme au préfet leur ordonnant d'interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes. Parce qu'il sait, a priori, qu'elles sont toutes susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Il y a eu ensuite, le 16, les accusations lunaires contre Benzema. Le footballeur avait apporté son soutien aux habitants de Gaza dans un post sur X Twitter. Et ça, Gérald, il n'aime pas. Nous avons fermé 1100 établissements islamistes. Et depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Le lendemain, à l'occasion du dîner républicain annuel du Conseil des communautés juives du Val-de-Marne, il a tenté une analyse. Cette crise, mesdames, messieurs, elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parlent à des millions de personnes et dont la voix porte. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent, pas par conviction, mais par calcul électoral. Et le même jour, il annonce saisir la justice pour apologie du terrorisme à l'encontre de la députée LFI Danielle Obono. Il l'accuse d'avoir soutenu que le Hamas est un mouvement de résistance au micro de Jean-Jacques Bourdin. Alors on ne s'étonnera pas de voir un ministre de l'Intérieur chercher à incarner l'autorité de l'État, notamment face à des situations de terrorisme. Mais là, son omniprésence frappe. Le Monde rappelait, en citant son livre, qu'il avait théorisé cette stratégie d'occupation de l'espace public. Sortir chaque mois, chaque semaine, chaque jour, l'idée pour laquelle on sera pour ou contre. La méthode est empruntée à son mentor en politique, Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur entre 2002 et 2007, il excellait dans l'art de gesticuler et de dévoiler, après chaque événement grave, de nouvelles mesures qui, la plupart du temps, soit existaient déjà, soit étaient juridiquement ou techniquement irréalisables. Autrement dit, des effets d'annonce permanents. Obtenir des effets concrets n'est pas l'objectif fondamental. Il s'agit d'exister, de montrer à l'électorat qu'on est l'homme de la situation, sur le terrain, dans l'action. De fait, le 18 octobre, le Conseil d'État estima qu'une interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes n'est pas possible. C'est une entorse aux libertés fondamentales. Bon, mais pas d'inquiétude, concrètement, la possibilité de les interdire au cas par cas reste ouverte. Les preuves du frérisme évident de Benzema, on les attend. Avez-vous matériellement des éléments qui vous permettent de faire un lien entre Karim Benzema, et les frères musulmans? Vous savez, le frérisme, c'est très insidieux. Oui. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société, le sport, la musique, l'influence sur Internet, pour pouvoir passer un islam rigoriste. C'est ça le frérisme. Je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. De son côté, Danielle Obono dit n'avoir pas encore été notifiée par la justice de procédures engagées contre elle. Enfin, quand je dis effet d'annonce, c'est pas exactement cela, parce que Gérald Darmanin entend bel et bien profiter du contexte créé par l'attentat d'Arras pour faire avancer des lois inquiétantes pour les libertés fondamentales. Il a relancé sa loi immigration avec laquelle il patauge depuis 1 an. Il s'agit notamment d'y intégrer des dispositions facilitant les expulsions. Par exemple, pour expulser un étranger, même en situation régulière, au motif filandreux de non-respect des principes de la République. C'est dans les colonnes du journal du dimanche que Darmanin est venu vanter sa loi immigration comme le texte le plus ferme avec les mesures les plus dures de ces 30 dernières années. Vous avez bien entendu, l'apothéose de cette semaine de dinguerie, ce fut cet entretien accordé au journal récemment passé à l'extrême droite depuis sa prise de contrôle par Bolloré. Darmanin est le 3e ministre à le faire, mais le premier régalien. Après avoir fait mine d'installer un cordon sanitaire sur ce sujet, Macron a fini par donner le feu vert à ses ministres.
Du coup, Darmanin a pu jouer une partition qui régale les téléspectateurs de CNews, les lecteurs de Valeurs Actuelles et désormais ceux du JDD, la critique du droit de l'hommisme et de l'état de droit. La Cour européenne des droits de l'homme doit comprendre qu'elle juge dans une situation de crise terroriste qui n'existait pas lorsque ces règles furent imaginées. Réitérant donc ces remarques faites le soir de l'assassinat de Dominique Bernard. Nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. Nous sommes condamnés par la CEDH, parce que j'ai renvoyé notamment des ressortissants russes tchétchènes dans leur pays. L'Europe ne le veut pas. Nous le faisons quand même, on est condamnés, mais la protection des Français l'emporte sur ces règles-là. Le président Macron laisse faire, ce qui témoigne une fois de plus du glissement du centre droit vers des thèmes d'extrême droite. Il assume par exemple le bras de fer et les amendes infligées à la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour accélérer certaines expulsions d'étrangers radicalisés. Il assume aussi de se faire régulièrement retoquer par le Conseil d'État, comme sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France. Le souci derrière ce aucun tabou, c'est qu'il accepte de flirter, voire de dépasser les limites qu'il est supposé lui-même garantir. Cette interview confirme aussi que Bolloré n'a rien contre faire monter Darmanin. En août, un article de Politico citait un grand patron. Vincent Bolloré voit en lui quelqu'un qui a des orientations politiques globalement pas très éloignées de ce qu'il pense, et Vincent le sert systématiquement. Ce même article narrait également comment Bernard Arnault, lors des tractations pour renouveler le gouvernement début juillet, était intervenu pour suggérer de remplacer Élisabeth Borne par Gérald Darmanin, lors d'un rendez-vous à l'Élysée non répertorié à l'agenda officiel. Le grand patronat s'intéresse à son profil, et pourrait miser sur lui pour prendre la suite de Macron en 2027. Le ministre de l'Intérieur actuel ne manque donc pas de puissant soutien pour se construire un avenir politique de premier ordre. Et une pièce pivot dans ces soutiens, c'est la figure de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il est le seul à faire la jointure entre le monde politique, ceux qui font la loi, et le monde des grandes fortunes, ceux qui ont l'argent et qui font les emplois. Côté Nicolas Sarkozy, c'est très très clair. Et lui, son candidat, son poulain, son filleul, pour reprendre la figure du parrain, c'est Gérald Darmanin. Tout ça ressemble certes à de la cuisine de politique politicienne, mais il est tout de même intéressant de regarder quelles sont les offres politiques que porteront les puissants, parce que ça permettra de comprendre quelles seront les futures stratégies électorales et les paris sur les alliances sociales pensées comme prometteuses. Est-ce que la succession du macronisme sera assurée par un héritier de centre-droit, type Édouard Philippe ou Bruno Le Maire? Ou verra-t-on émerger une solution plus droitière, sur le modèle de l'ancien RPR, afin d'affaiblir le RN en lui disputant une partie de son électorat populaire? Et là, Darmanin, le défenseur du bon sens du boucher charcutier de Tourcoing, serait bien taillé pour le rôle. Ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, l'agitation et les provocations permanentes de Darmanin accélèrent considérablement cette radicalisation droitière d'une bourgeoisie qui continue pourtant à se penser comme centriste et modérée. Et ce, quand bien même cette bourgeoisie se choisira finalement un autre champion pour 2027. À la semaine prochaine.